aussi un peu de folie et de spontanéité. On était ensemble depuis moins de 3 mois et j'ai dit, de toute façon, j'avais l'intention de quitter Paris. C'est sans doute une bonne raison de franchir cette étape. J'ai plié mes affaires, je suis monté dans le train et je suis parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune couple d'aventuriers et de digital nomades et qui n'ont pas eu peur de plonger dans l'inconnu et d'aller vivre leurs rêves. Et comme cela fait partie de ma philosophie, The magic is in the unknown, la magie dans l'inconnu. Alors, je vous présente Thomas et Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Dani. Bonjour Thomas. Bonjour Dani. Alors vraiment, c'est un plaisir que vous ayez accepté mon invitation. Pour nous, c'est un plaisir que tu partages notre histoire et nos aventures. Oui. Alors justement, racontez-moi votre histoire. Comment tout ça a commencé? Bonne question. Comment on s'est rencontrés? Tout. Je veux tout savoir. Alors, on est ensemble depuis, mari et femme depuis 2011. Voilà, 2011. Et on s'est rencontrés dans la société pour laquelle on travaillait, puisque Thomas, lui, travaillait sur Paris, moi je travaillais sur Lyon. Et on a eu un séminaire de formation, on s'est retrouvés à Paris. Ensemble. J'étais la seule femme de la société, célibataire qui plus est. Et j'étais le seul Parisien de la formation. Donc on va dire que j'ai tiré avantage de ma connaissance de la ville, des restaurants, de toutes les activités qu'on allait faire pour toujours savoir me positionner et être sûr d'être celui qui allait pouvoir s'occuper d'Aurélie. Exactement. Voilà. Donc de fil en aiguille, j'ai été séduite. Thomas a vérifié que je sois bien célibataire. Et puis finalement, on s'est retrouvés plus tard. Sur Lyon, ouais, ensemble. Ça a été assez rapide parce que moi j'ai tout de suite dit, je ne souhaite pas vivre sur Paris parce que j'avais une vie assez rurale avec des animaux, je montais à cheval. Et je lui ai dit malheureusement, tu m'as séduit, mais si tu veux vraiment me conquérir, il va falloir déménager. Voilà. Alors preuve d'amour, première preuve d'amour. Oui, mais aussi Paris. Exactement, et aussi un peu de folie et de spontanéité. On était ensemble depuis moins de 3 mois et j'ai dit, de toute façon, j'avais l'intention de quitter Paris. C'est sans doute une bonne raison de franchir cette étape. J'ai plié mes affaires, je suis monté dans le train et je suis parti. Bravo, déjà un premier signe. Hein? Voilà, c'était un signe avant-coureur. Avant-coureur, ouais. Et on s'est retrouvés très peu de temps finalement sur Lyon, puisque moi, très rapidement après qu'on ait emménagé ensemble sur Lyon, on m'a demandé d'ouvrir une entité sur Sophia Antipolis, dans le sud-est de la France. Ce qui tombe bien parce que Thomas a pas mal d'attachements au sud-est de la France. Sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur. Et moi-même. Facile. C'est facile de tomber amoureux de la Côte d'Azur. Et moi, je suis niçoise, je suis née à Nice. Donc on s'est dit, bon, c'est un signe, on va se retrouver sur la Côte d'Azur. Et on avait une vie très de rêve sur la Côte d'Azur. On travaillait le matin, le midi on rentrait manger chez nous. On avait une très jolie maison pour faire un plongeon dans la piscine. Au mois de mars par exemple, pendant les week-ends, le samedi on allait faire du bateau, le dimanche on allait skier. Je pense qu'on a tiré profit de tout ce que la Côte d'Azur avait à offrir. Vraiment, tout était parfait. On a vécu ça à 100%. L'amour, le job sympa, tout. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez changé de vie? Écoute, on avait une trentaine d'années, ça faisait 6 ans, 7 ans qu'on était à Valbonne. Moi, j'avais passé 28 ans à Paris. On s'est dit, moi j'avais toujours rêvé d'avoir une expérience à l'international, mais j'avais toujours eu des bonnes raisons pour ne pas y aller. Et là, on s'est dit, écoute, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. On est trop bien en France, on est trop bien à Valbonne, et donc on a décidé de partir aux États-Unis. Comme un accord. Voilà, exactement. On a eu une opportunité professionnelle qui nous a aidés, parce que les États-Unis, c'est pas un pays facile à intégrer quand on n'a pas de visa de travail. Donc on a eu une opportunité professionnelle qui nous a permis de rapidement venir s'installer. En fait, l'opportunité professionnelle nous a donné le choix entre plusieurs villes aux États-Unis.
Et des villes qu'on connaissait absolument pas. Honnêtement, on n'était jamais allé de notre vie dans ces villes-là, hein. Que ce soit Boston. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Mon travail m'a proposé plusieurs villes, principalement sur la côte Est. Donc, de toute façon, je savais que j'avais l'opportunité d'y aller. Et j'ai dit à Aurélie, qui était dans le milieu du cheval, je lui ai dit, écoute, c'est le champ des possibles. Qu'est-ce qui ira le mieux pour ta passion, pour notre passion du cheval? Donc le cheval a été un peu ce qui a décidé le choix. Exactement, j'ai fait mes recherches et je me suis dit quel est le berceau de la communauté équestre aux États-Unis, dans moi la discipline que je pratiquais, qui est le concours complet. Et je me suis rendu compte que dans la périphérie de Washington DC, le Maryland, la Virginie, c'était là où tous les cavaliers olympiques s'entraînaient pendant l'été et là où il y avait tous les grands concours et il y a aussi un temps qui permet d'avoir des grandes étendues d'herbe et une herbe de très bonne qualité que les chevaux broutent, donc les élevages sont là aussi. Et j'ai dit à Thomas, bah écoute, s'il faut choisir, partons autour de Washington DC et trouvons quelque chose à Washington DC. On importera ma jument, nos 2 chiens. Un container. Un container et on part à l'aventure. Voilà. C'est vrai parce que vos chiens sont vos enfants. Ouais, exactement. On avait quand même 2 chiens et un cheval à faire voyager avec nous. C'est pas le plus simple des voyages. C'est pas léger. Et du coup, on s'est dit, finalement, on va aux États-Unis, profitons de vivre les États-Unis pleinement et de découvrir le rêve américain. Et qu'est-ce qu'offrent les États-Unis mieux que n'importe quel autre pays? Un nouveau départ, des changements de carrière, des projets complètement fous. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et alors, c'est marrant parce que ce qui nous a permis vraiment de nous établir très vite et très bien, ça a été, mon premier réflexe, ça a été de dire à Thomas, il faut d'abord et en priorité trouver un bon logement pour notre jument. C'est elle d'abord. On trouve d'abord l'écurie, parce que je sais à quel point c'est difficile. On trouve d'abord l'écurie. Et ensuite, on trouvera une maison ou un appartement à louer autour de l'écurie. Mais c'est d'abord ça, parce que quand on monte tous les jours. Ouais. Je dis, on va pas faire 2-3 heures de route, puis Thomas aussi monte à cheval. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé via les réseaux sociaux une écurie. Et là, le destin a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il a mis sur notre route une femme exceptionnelle qui s'appelle Deb. Et les États-Unis ne sont pas un pays très accueillant au niveau des visas, mais aussi quand vous venez de l'étranger, c'est très compliqué de trouver votre premier logement. Parce que vous n'avez pas d'historique aux États-Unis. Ah oui. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est très compliqué. Okay. Et Deb est une personne avec un cœur énorme. Capable de donner une confiance infinie aux gens. Et elle nous a rencontrés. Elle nous a pas rencontrés, c'était en ligne, par Facebook. Ouais. Par Facebook. Elle a accroché. Elle a accroché. J'ai discuté avec elle. J'ai dit bah voilà, je veux trouver le meilleur endroit pour ma jument. Et après, je lui ai dit est-ce que vous connaîtriez pas un endroit pas loin des écuries? Elle m'a dit bah ça tombe bien. Nous on a la maison, le cottage qui est à côté des écuries, qui est en location. Et je vous attends. Je vous prépare tout ça. Le box pour la jument, le paddock pour la jument et le cottage. Et tout ça, sans s'être rencontrés, sans s'être vus, on a trouvé ça d'une bienveillance exceptionnelle. Ça nous a extrêmement touchés parce que cette femme ne nous connaissait absolument pas. Et par l'avenir, c'est devenu d'ailleurs une de nos meilleures amies américaines. Oui, mais à nouveau, tout ça veut dire aussi, c'est que je pense que déjà, vous aviez pris le risque de partir, vous aviez des intentions très honnêtes, très intègres, et je crois que quand on est comme ça, la vie, le destin nous amène à rencontrer les bonnes personnes. C'est vrai qu'on n'a jamais rencontré de gens méfiants envers nous, ou même... Beaucoup de bienveillance, et je pense que les États-Unis sont aussi un pays de pionniers, d'aventuriers, et le fait de prendre la démarche de quitter son pays, son berceau, sa famille, ses amis pour se relocaliser crée forcément des liens très forts et les Américains sont toujours là pour vous donner la première chance. C'est vrai qu'ils ont ouvert. Au départ, ils sont quand même assez ouverts. Oui. Peut-être plus que les Européens parce que c'est un pays jeune encore. Et ils donnent autant, une fois qu'on trompe leur confiance, ils coupent un peu les liens, mais ils donnent leur confiance facilement et on arrive vraiment à créer des liens. Toujours est-il que cette personne-là nous a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier. Le cas de le dire. Le cas de le dire. Et c'est devenu d'ailleurs une amie de cœur, une amie extraordinaire à l'avenir.
Et donc nous voilà avec la jument qui a voyagé bien évidemment pas sur le même vol que nous, hein, sur un cargo spécial. Et les chiens? Oui, eux ils ont voyagé sur le même vol que nous. Nous voilà dans le Maryland, locataire de ce cottage, à s'installer. Thomas qui commence à prendre ses marques avec son job. Ah oui, alors toi Thomas, ça ne te dérange pas si je te tutoie? Non, bien sûr que non. Okay. Alors toi, tu travaillais, toi évidemment tu es le vrai digital nomade, donc tu travaillais pour une compagnie, où ça, à New York à Washington DC. À Washington DC. À Washington DC. J'avais repris le bureau commercial de Washington DC pour cette entreprise française. Ok. Donc, ce qui m'a permis aussi de préparer, je dirais, la deuxième phase de notre vie aux États-Unis, parce qu'à travers mon travail, j'ai été amené à beaucoup voyager dans différents États des États-Unis pour aller voir nos clients. Oui. Et je dirais que c'est aussi ce qui m'a permis de voir quels étaient les États où on pourrait se sentir bien et de commencer à mettre un pied dans la deuxième partie de notre expérience de vie aux États-Unis. Oui, à travers des voyages de travail. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oui, ça permet de commencer à voir quelles régions peuvent nous attirer, quelle vibe on peut avoir avec les populations, les habitants des différents États. Et puis ça donne l'envie aussi. Je veux dire, ça donne l'envie. Aux États-Unis, on voyage, on prend 5 heures l'avion, puis c'est un autre pays, c'est un autre continent, c'est complètement différent. Okay. Alors tout se mettait en place. Mais ce qui est incroyable, c'est que, comme tu dis, tout se mettait en place. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais pas partie avec un plan. J'avais démissionné de mon travail en France, mais j'étais pas du tout partie en me disant tiens, je vais continuer dans cette voie-là ou je vais essayer cette voie-là. Mais les choses se sont mises en place comme si elles avaient été écrites un peu en avance. Le plan avait été écrit pour nous et on était un peu spectateurs de ce plan-là. On disait ah bah super, je prends aussi cette opportunité. Oui. Et par exemple, mais c'est parce que vous êtes ouvert. Ah ben très ouvert. Oui, comme si le fil de la flotte se déroulait. Ouais. Et la vie mettait à chaque fois sur notre chemin les bonnes personnes qui nous allaient nous aider à passer d'une étape à l'autre. Déborah, notre amie, qui nous a permis d'arriver, et ensuite des personnes qui nous ont permis d'avancer, de monter les écuries. Typiquement, moi j'avais pas du tout l'intention de passer dans l'équitation professionnelle, mais comme je suis quelqu'un d'assidu, je venais tous les jours monter ma jument, je me préparais des petits exercices au sol, au bar, en jumper, et la propriétaire, donc les propriétaires et Dem m'ont vu travailler, m'ont dit mais on a besoin d'un entraîneur de cheval, d'un coach d'équitation ici aux écuries. Est-ce que tu voudrais pas prendre la place? Et ce qui est extraordinaire avec certains pays, comme les États-Unis en l'occurrence, c'est que c'est en vous regardant travailler qui vous propose le job. C'est pas en étudiant votre CV. C'est pas en ayant le papier. C'est pas ni en ayant le diplôme, ni en ayant. C'est oh, je t'ai vu faire ça, ça me plaît, j'ai envie que tu le fasses pour moi, voilà. Et peu importe si elle sait même pas, ils se sont même pas occupés de savoir si j'avais un diplôme, si j'avais de l'expérience, on t'a vu faire, on a trouvé ça super, les exercices que tu faisais pour toi. Bienveillance et confiance, comme on t'a dit. On va te laisser une chance et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Et je m'attendais pas du tout à donner des cours d'équitation. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes des cours d'équitation et après... Et on se dit, on va pas rester locataire ad vitam aeternam, on a envie de s'installer durablement, en tout cas sur au moins une phase de 6-7 ans, parce qu'on a remarqué que nous on avait des cycles de vie de 6-7 ans. Ouais. Et on s'est dit, je pense que c'est souvent. Ouais. Et on s'est dit, voilà, on va essayer d'acheter et puis de trouver une petite maison. Et encore une fois, coup du sort, l'univers nous a envoyé une personne sur notre chemin qu'on a rencontrée avant d'avoir ce projet-là. Qui était une personne... Qui était une élève d'Aurélie. Voilà. Qui était tellement attachée à nous et au travail d'Aurélie qu'elle a dit... Je ne veux pas que mon entraîneur s'en aille un jour. Arrêtez tout, je vous trouverai la propriété, laissez-moi faire. Waouh. Et c'est vrai qu'elle cherche, elle met en route ses contacts. Je lui avais absolument rien demandé. Je dis bah c'est super. Anna, elle s'appelle. Anna, si tu peux nous aider dans notre recherche. Et de fil en aiguille, elle nous trouve effectivement une propriété qui n'était pas du tout à vendre, pas listée sur le marché. Et elle dit ces personnes-là sont peut-être intéressées à vous vendre leur propriété parce que c'est un petit peu trop pour eux. C'est une immense propriété avec une maison au bout, des champs à perte de vue pour que les chevaux broutent. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas? Oui, effectivement, on va aller voir ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, il fallait visualiser parce que
je me suis dit, bah tiens, je pourrais monter ma structure équestre, mais là, il faudrait tout construire de A à Z. Mais bon, on va déjà commencer par faire une offre. Et tout s'est accéléré parce que, encore coup du destin, l'écurie où je travaillais a fermé. Le propriétaire, qui était un riche joueur de football américain, du baseball, baseball américain. Non, football américain. Football américain, a décidé de garder l'écurie pour lui et de plus en faire une écurie de commercialisation. Donc du coup, moi, tous mes élèves ont dit, mais où on va mettre nos chevaux et quel va être notre entraîneur? Et donc j'ai dit, bah moi je suis en train d'acheter, mais là c'est pas encore construit, et du coup bah on s'est dépêché. Voilà. En fait, on nous a fourni un business. Et là, vous êtes retrouvé propriétaire d'équestre on s'est surtout retrouvé propriétaire d'une maison avec énormément de land, de terre. Mais pas d'infrastructure dessus. Mais pas d'infrastructure, donc... Et donc là, tu arrives aux États-Unis, tu connais personne, tu dis il faut que je monte un chantier, oui. Tu commences à créer des contacts en local et tu dis qui est-ce que je vais utiliser. Et là, on nous dit attendez, ici, arrêtez tout, nous, on fait confiance qu'à une population, les Amish. Les Amish. Les Amish. Les Amish. Moi, je connaissais même pas ces gens-là. Les Amish de la petite maison dans la prairie. Oui, qui sont en Pennsylvanie, natifs. Et qu'on pense qu'ils vivent comme avec il y a 3 siècles. Mais ils vivent comme il y a 3 siècles. Pas d'électricité. Pas d'internet, pas de téléphone, ils ne conduisent pas. Que des calèches. Ils n'ont pas de compte bancaire. Non mais attends, on a signé pour faire construire toutes les écuries. Écurie et manège, donc c'était un chantier très onéreux. Une poignée de main. Pas de contrat. Pas de contrat. On se fait confiance. Tout a été basé sur la confiance. Et moi j'ai dit à Thomas, ça met un peu de pression. Un petit peu sceptique quand même. Et ils n'ont pas de numéro de téléphone, tu ne sais pas comment les joindre. Ils ont un intermédiaire qui les amène tous les jours sur le chantier. Et tu sais que tu fais confiance qu'ils devraient être là tous les matins. C'est ça. Et moi j'étais un petit peu refroidie par les expériences de nos amis qui avaient fait construire en France, en Europe, qui nous avaient dit te lance pas là-dedans. C'est un chantier, c'est dramatique, il va y avoir des retards de livraison, tu seras jamais livré. Et j'ai dit à Thomas, mais quand même, on signe sur une poignée de main, on n'a aucune garantie. Mais on a décidé de plonger. Vous avez lâché prise, vous avez dit... Il faut le faire, osons. Prendre des risques. Et on n'a jamais rencontré une population de travailleurs aussi assidus, aussi honnêtes, aussi extraordinaires. Amoureux de leur travail. C'est des âmes, ils travaillent le bois à la main. C'est des gens qui viennent, quelle que soit la température, parce que nous, notre chantier, il s'est étalé l'hiver et l'été. L'hiver, dans le Maryland, il fait -15. L'été, il fait 38-39 degrés. Ils sont venus tous les matins, sauf un matin où un barn de leur communauté a brûlé. Et chez les Amish, quand un barn de leur communauté a brûlé, tous les Amish de tous les villages se rassemblent et remontent le barn en un jour. 250 Amish, 24 heures. Et le barn est remonté. Et c'est la journée où ils ne sont pas venus. Sinon, tous les matins, un chauffeur les amenait. Ils travaillaient à main nue, pas de grue, rien, à main nue. Non, faut le voir pour moi, le j'étais croire. en admiration de Je trouve ça fabuleux, surtout pour les gens qui nous écoutent. Et on pense que les Amish ne vivent qu'entre eux. Je ne savais pas qu'ils travaillaient pour d'autres personnes. Et ils ont livré le chantier en avance. Ce qui n'arrive jamais. Et sans aucune, je veux dire, si un jour ils ont coupé une canalisation de l'eau, mais on l'a même pas su parce qu'ils ont tout de suite réparé. C'est des gens tellement. Ils sont nombreux. Ah oui. Oui. Pour faire le toit, ils étaient combien? Tu te souviens? 25 ou 30 sont débarqués n'importe où. 30 à faire le toit en une journée. C'est extraordinaire. Comme des petites fourmis bâtisseuses. Donc, alors là, ensuite, vous avez donc votre écurie et tu deviens une femme d'affaires en même temps. Oui, là, beaucoup de chevaux à monter, à entraîner, des élèves, une grosse responsabilité quand on a des chevaux chez soi. Thomas. Tellement d'élèves que je me retrouve finalement à avoir quasiment 2 jobs. Mon job de la journée. Oui. Et son job du soir. Et mon job du soir de monter des chevaux parce qu'on avait tellement de chevaux qu'à un moment, Aurélie ne pouvait plus. Il fallait monter, les nourrir et tout. C'est pouvait plus faire énorme comme travail.
Et vous êtes resté combien de temps alors? Et alors, expérience, appelons-la. Et bien, une fois que tout était monté, une fois que tout ça rebondait finalement. Bon, il faut savoir que dans le milieu du cheval, c'est quand même une servitude. Hein, il faut être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, il me manquait un peu la liberté de voyager, de folie, d'avoir mes journées qui n'étaient plus rythmées à la cadence des chevaux, en fait. Une certaine routine qui s'était installée. Ouais, et c'est vrai que nous, vous n'avez plus de liberté. Plus de liberté du tout. Okay. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour de l'an chez les chevaux. Vous avez tenu combien de temps comme ça? 2 ans. Ouais, on aurait pu tenir plus, mais c'est juste que moi, je voulais vraiment... j'ai dit à Thomas, je suis allée au bout de mon rêve de monter une écurie. Je pense que je ne suis pas faite pour faire ça toute ma vie. C'est un peu comme un enfant qui aurait une checklist des rêves dans la vie. List, ouais. Voilà. Ça, c'est vrai. Monter des écuries. Ouais. C'est bon. Alors. Ça a tourné. What's next? C'est ça, exactement. So, what was next? Voilà. La propriété est magnifique et j'ai dit à Thomas, c'était en fin 2019, je lui ai dit, et si on vendait tout et on partait voyager? Et Thomas, qu'est-ce qui était, toi? Comment tu te d'accord? Je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Toi, ça change rien de toute façon, tu peux travailler n'importe où. À distance. Okay. Ouais, exactement. Écoute, et ça a été encore une fois coup du sort ou destin, la meilleure décision qu'on ait jamais prise. Parce que qu'est-ce qui se passe après? La pandémie. Et donc tout le monde travaille en remote. Plus personne ne va au bureau. On a vendu juste avant la pandémie. Donc tu n'avais plus besoin d'aller au bureau. Non. Voilà, exactement. Génial. Et on a eu les États-Unis pendant quasiment 2 ans pour nous tout seuls. Voilà. Parce que personne voyageait. On a tout vendu. Alors attention, il faut voir. On est passé d'une immense maison, une écurie. On avait accumulé des tonnes de choses. Des équipements. À une vie totalement minimaliste puisque on a acheté un camper, un travel trailer. Et on a dit, voilà, on part avec nos 2 chiens, notre truck, notre camper. Pas le cheval. Non, le cheval, on l'avait laissé dans une écurie, tout à fait de professionnels. Et on va faire le tour des États-Unis. Et tous ces voyages qu'on n'a pas fait depuis 2 ans, et là, on va en profiter un maximum. Et là encore, ça s'est aligné parce que, on a visité des parcs nationaux extraordinaires, vides de toute personne. Donc vous étiez seul partout dans toute cette magnifique nature. Avec une faune forcément luxuriante parce que il y avait plus d'humains autour dans les environs. Et donc quand on vit dans un campeur, en fait, aux États-Unis, c'est assez bien fait. On a le choix entre soit faire des étapes dans des campgrounds. Le campground en français, c'est un camping, un campement. Le boondocking, ça n'existe pas vraiment en France. Il n'y a pas de traduction. Ça n'existe pas. Non. Et les seules traductions qui existent seraient vraiment pas le reflet de la réalité. Mais globalement, la différence, c'est qu'un campground ou un camping, c'est un espace qui accueille les voyageurs, les digital nomades, tous les gens qui découvrent les États-Unis, peu importe les raisons, avec des infrastructures. Donc, tu as l'eau, l'électricité, des fosses septiques, de l'internet, de la fibre, des piscines. De temps en temps, on avait des jacuzzis, des saunas. Des lavomatiques. Des lavomatiques. Tout ce que tu peux. Des déquers pour les chiens, des garderies pour les enfants, des salles de jeu. Génial. Tout ce que tu peux imaginer. Le campground, c'est vraiment le camping sauvage dans le sens en pleine nature. J'ai dit quoi? Le boondocking. Le boondocking, c'est le camping en pleine nature. Donc vous êtes seul. Et ça, c'est autorisé aux États-Unis. Dans certains États. Dans certains États. Et ça, c'est génial parce que là, effectivement, avant d'aller sur le site où tu vas t'arrêter, tu fais les réserves d'eau, de gaz, de batterie. Beaucoup ont des panneaux solaires. Et là, tu vis en complète autonomie. Et ça, c'est génial parce que ça, c'est vraiment les pionniers américains. On se met dans un endroit où il y a une vue extraordinaire. Le matin, on se lève, on se met face au lever du soleil. Et on est, par exemple, on a fait du boondocking au-dessus des Badlands, dans South Dakota, où on a une énergie et une lumière extraordinaire le matin en se levant, où tu fais ta petite cuisine au feu de bois, parce qu'on fait beaucoup de feux de campement. On l'a fait en Utah, à côté de Salt Lake City, sur un lac de sel. Tu te réveilles le matin et derrière toi sont les montagnes qui s'éclairent avec le lever du soleil et devant toi une étendue de sel. Donc seul au monde, avec la nature, communion totale avec la nature. Et ce qui est bien dans ces campgrounds,
quand on a des infrastructures un peu plus organisées, c'est là où on rencontre une communauté de gens extraordinaires qui ont tous tout un peu les mêmes passions, les mêmes rêves, celles des pionniers américains de découvrir, de communier un peu avec la nature. Et les soirées s'organisent, c'est-à-dire qu'on fait tous un peu connaissance et très souvent, chacun fait son feu, quelle que soit la température, et on vient partager. Comme aller dans le salon de l'autre. Exactement. Son feu, son barbecue, la glacière avec les bières, et finalement l'idée c'est la convivialité et que les gens viennent et partagent leurs expériences. Et ils racontent ces histoires. On a rencontré des gens dans cette vie-là qui avaient tellement à raconter et tellement à échanger et des choses tellement inspirantes et extraordinaires. C'est tellement extraordinaire. Alors que si on reste dans notre petit salon, on vit que dans notre réalité. Alors que ça nous a fait découvrir que chaque personne a sa réalité. On a rencontré beaucoup plus de monde, paradoxalement, dans notre nomadisme, que lorsqu'on était sédentaire à Washington DC. Exactement. Parce que les gens vivent dehors. Et quand tu es dehors, tu communiques, absolument. Tu échanges, tu crées des liens. D'ailleurs, quand on va dans les pays comme le Mexique et tout ça, où les gens vivent dans la rue, ils n'ont pas le confort qu'on peut avoir dans notre appartement, mais c'est une autre vie. On a aussi découvert quand même quelque chose de plus profond aux États-Unis venant d'Europe, c'est qu'on a découvert que finalement en Europe, ce côté nomadisme n'était pas si répandu que ça. Globalement, si on parle des États-Unis d'un cliché, chaque Américain a une maison et un travel trailer. Ou un bus. Voilà. Et pour Thanksgiving, pour la fête nationale, pour Memorial Day, souvent ils partent. Ils partent en pleine nature et c'est les feux de camp, le partage, la pêche, le kayak, la chasse, les Alors, après tout ça, donc c'est la Covid, vous faites les États-Unis et... Deux tours. Parce que 2 ans de Covid. 2 fois. Et après, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez voyagé? Vous êtes sorti? Oui, parce qu'une fois, tu as fait 2 fois le tour des États-Unis, globalement. Où allons-nous? C'est ça. Mais où allons-nous? Avec nos 2 petits Frenchies. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas prendre l'avion et à l'époque, on ne pouvait pas. C'était la Covid. Donc là, on s'est dit, bah tiens, on va s'alléger du campeur. Et on va traverser à la frontière texane, donc à El Paso. Et on va partir. Et là, on va partir découvrir le Mexique. Alors là, vous allez découvrir le Mexique. Là, on a découvert le Mexique. On a traversé le Mexique de part en part. Pour aller du nord au sud, le plus sud. Quand on dit de part en part, c'est frontière américaine jusqu'à la frontière avec Belize. Donc on parle vraiment de traverser l'intégralité du Mexique. Super. Et j'adore le Mexique. Et là, on est tombé radicalement amoureux de ce pays. En amour, comme amour de ce pays. On a rencontré des gens qui étaient tellement heureux de voir des étrangers. Ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas vu d'étrangers. On a été accueillis comme des rois. Partout, à bras ouverts. Mais ils sont généreux, c'est des peuples. D'une générosité exceptionnelle, d'une bienveillance aussi. Les gens nous ont dit « Oh, le Mexique, dangereux, attention !» On est arrivé plein de préjugés, plein de craintes. Alors que c'est pas vrai. Et toutes nos craintes ont été effacées les unes après les autres. Et à la fin, encore une fois, comme on faisait aux États-Unis, on laissait notre voiture ouverte, notre maison ouverte. Et là, on a voyagé via des Airbnb ou des petites locations qui étaient dog-friendly, qui acceptaient les chiens. Autant les États-Unis sont vraiment très préparés à tout ce nomadisme et le fait d'avoir des gros 4x4 et des trailers très longs derrière, autant le Mexique était un peu moins adapté. Bien sûr. Il y a des petites routes, pas forcément bitumées. Et c'est plus pauvre et tout ça. Et alors, maintenant... Vous êtes à Miami, enfin pas à Miami, maintenant vous vivez à Wellington, à cause de la passion des chevaux, et comme ça tu peux toujours travailler avec les chevaux. Enfin on vit. Enfin, c'est-à-dire qu'on... C'est impermanent. C'est-à-dire que je verrais plutôt ça comme une étape, c'est-à-dire qu'on a fait nos 2 ans ou 2 ans et demi de tour des États-Unis avec une petite escale au Mexique. On est passé par l'Alaska aussi. Et par l'Alaska. Et donc là, on est revenu à Wellington finalement pour préparer la suite. Parce que tous ces périples, quoi qu'on en pense, nécessitent énormément de préparation. Donc là, on a décidé de passer 6 mois en Floride pour préparer la suite. Alors, quelle est la suite? Alors, on est tellement tombé en amour avec le Mexique qu'on veut vite y retourner. Je comprends. Et autant là, on a fait le centre du Mexique et la péninsule du Yucatan avec le Quintana Roo et surtout la côte est, où la mer est chaude. Et là, on a entendu tellement de belles choses et vu tellement de belles photos de la côte ouest qu'on veut très vite aller découvrir toute la côte ouest du Mexique et toute la Basse-Californie. Voilà.
Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on est en Basse-Californie ou en Mexique côte ouest, on est encore plus proche de l'Amérique latine. On se fait aspirer vers le bas. On est obligé à un moment, comme on connaît l'Amérique du Nord, alors là, vous allez descendre toute l'Amérique du Sud, quoi. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. Bravo. Ouais. Jusqu'en Argentine. Et ensuite, peut-être je vous verrai pour une autre interview pour l'Amérique du Sud, tout ça. Mais et vous avez d'autres rêves après. Plein d'autres rêves, plein d'autres projets qu'on va forcément réaliser. Je crois, dans une de nos discussions avant, je crois que Thomas avait dit qu'il avait la passion de la voile. De la voile, effectivement. Alors, ça aussi, ça fait partie de la bucket list. C'est ça, dans la bucket list, il y a descendre l'Amérique latine à moto. Ce sera sans doute la prochaine étape. Et ensuite, effectivement, acheter un catamaran et pouvoir prendre le temps de voyager à travers le monde. Sur l'eau. Sur l'eau. Oh, magnifique. On a aussi, donc on a la passion de la moto, on a la passion des bateaux, on a la passion des animaux. Donc on a aussi comme projet d'aller devenir volontaire. Bénévole pour une association de protection des océans. Ça s'appelle Sea Shepherd. Voilà, et de partir 1 an en bénévolat. Ouais, en bénévolat pour justement. Sur un bateau. Ouais, tout à fait. Bravo. On en a plein la tête. En fait. Maintenant qu'on sait que tout est possible, et ben on en a plein la tête. Oui, et vous êtes la preuve que dans la vie, finalement, faut pas avoir peur, tout est possible. Vous êtes jeune, vous êtes en santé. Mais ce que je ressens à travers votre parcours, c'est que quand même, vous n'avez pas vraiment vécu d'écueils. Et on dirait que la vie, comme vous disiez, je crois que c'est parce que vous êtes connecté. Le destin, la vie s'offre à vous. On a rencontré des résistances à certains moments ou des petits échecs. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, il faut savoir rebondir, ne pas s'acharner et rester... Savoir qu'en partir. Voilà, et savoir être agile. J'adore ce mot. Ouais, rester agile. Comme un chat. Exactement, et sauter d'opportunité en opportunité sans s'acharner sur un échec en disant « je veux que ça marche, je ne suis pas un quitter ». Quand on voit qu'une porte se ferme, on toque 2 ou 3 fois pour pas évidemment quitter tout de suite à la moindre difficulté, mais quand on voit que tous les éléments du destin nous disent non, là c'est pas la bonne voie, réoriente-toi, et ben on a su se dire à chaque fois, oh bah tiens, là on rencontre quelques difficultés, on voit bien que allez, et si on faisait ça, et si on sautait vers là, et si on rebondissait. Et c'est pour ça que toujours la vie s'offre à vous. Alors votre parcours est incroyable, je pense que vous allez faire rêver des tas de gens et vous allez aussi peut-être leur donner le courage. Inspirer. Parce que beaucoup de gens ont envie de faire des choses parfois, mais la peur les fige. Alors Thomas, quel est le message que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent? Comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que le message que je voudrais vous faire passer, c'est « Only reasons stop you ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez envie de suivre une nouvelle aventure, de créer quelque chose de nouveau, vous trouvez toutes les bonnes raisons pour lesquelles c'est pas le moment de le faire. Et finalement, ce qu'on a appris avec Aurélie à travers notre parcours de vie, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour sauter et se jeter à l'eau. Donc, si vous avez envie de le faire, faites-le. Bravo, beau message. Et toi, Aurélie? Ce serait ça, oser en toute naïveté en fait. Il faut jamais oublier sa naïveté, parce que si on commence à se dire « Ah, j'ai étudié le projet, mais alors, on m'a dit de faire attention à ça, on m'a dit que ça allait être compliqué, on m'a dit que ça allait être onéreux, et puis là, en ce moment, je suis seule, et puis j'ai des enfants. » Et puis nous, on a rencontré tout type de personnages dans nos aventures, des familles nombreuses. On a même rencontré un couple qui voyageait avec une chèvre. Une chèvre, partout. Bravo. On a rencontré... Et tout est possible quand on a construit nos écuries. Si on avait écouté ce que les gens nous disaient, on l'aurait jamais fait. Alors le message d'Aurélie, c'est oser. N'ayez pas peur. Voilà. Parce que la magie est dans l'inconnu. Alors osez. Alors j'espère que vous avez aimé cette interview, que c'était très inspirant pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous inscrire. Ciao.